Coucou tout le monde, et comment ça va? C'est Angélique des Racines des Nôtres, à l'écoute de soi, les enfants. Bienvenue, et je suis très contente de vous retrouver parce que ça faisait quelques temps que j'étais pas sur la toile, comme disent les jeunes. Alors ça faisait un moment que j'étais pas là parce que j'avais plein de choses à faire sur un plan très spirituel, très personnel, des choses à explorer, des choses ouais, un petit peu compliquées. Et puis il était demandé surtout à ce qu'Angélique reste en stand-by. Voilà. Beaucoup de lâcher prise, beaucoup de stop, pas stop and go, mais stop. Angélique déconnecte. Et surtout ne force pas les processus. Voilà. Et il fallait que je m'occupe d'autre chose en fait. Donc j'avais laissé un petit peu des choses en suspens, mais je me suis rendu compte que la chaîne était quand même visitée. Il y a même des gens qui laissent des messages et des abonnements et thank you very much. Merci beaucoup. Et donc, du coup, je profite de faire cette vidéo, comme vous pouvez constater au niveau du titre, la psychogénéalogie à distance, parce que j'ai eu une question d'Aurélie, que j'embrasse fortement, et que je remercie fortement d'être à l'initiative de ça, parce que c'est Aurélie, je ne sais pas combien tu fais en pointure, mais tu m'as mis un petit coup de pied aux fesses et ça m'a fait du bien. Ah si, ah si, honnêtement, je te le dis. Parce que ça faisait quelques jours que j'avais envie de faire quelque chose, j'arrivais pas à trouver quoi. Et ma guidance me pousse à enclencher des choses, mais j'avais besoin d'un petit peu d'aller dans une direction. Et puis voilà, ça fait quelques temps quand même que les gens me demandent de faire beaucoup de choses à distance. Ma guidance déjà me le demande. Et puis, écoutez les enfants, quand on voit le prix du gasoil, le prix d'énormément de choses, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à distance aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais exposer au travers de ce diapo, avec l'accord d'Aurélie, n'est-ce pas, la psychogénéalogie à distance, ma façon de procéder. Parce qu'Aurélie a une question intéressante et on va aborder cette question. Et cette vidéo s'adresse dans un premier temps à la protagoniste de la question, n'est-ce pas? Mais surtout, ça peut s'adresser à tout le monde et vous pouvez vous y retrouver en tant que praticien, praticienne et aussi en tant que consultant, consultante. Parce que on peut se poser la question. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit c'est pas possible de faire de la psychogénéalogie à distance. Et puis là, j'ai ma guidance qui me disait, Angélique, que toi, quand tu as fait ta formation, tu étais à distance puisque tu avais le Covid. Donc, tu as su finalement faire la même chose. Donc, il y a des choses qui sont possibles à distance. Il faut simplement, à un moment donné, se faire un peu confiance et s'autoriser à sortir du cadre scolaire, j'ai envie de dire, de cette norme. Alors, je regarde un peu du côté de la porte parce que j'ai mon conjoint qui est par là et j'ai pas envie qu'il arrive et qu'il fasse une vanne et que vous puissiez entendre cette vanne graveleuse. Donc, alors, les amis, la psychogénéalogie dans ma pratique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais exposer dans cette vidéo mon regard au niveau de comment moi je me suis approprié la psychogénéalogie. Je vais aussi vous exposer comment je procède sur le plan matériel. Parce que il y a des trucs à gérer. Hein. Quand on est en séance présentielle, il y a le génosociogramme à gérer, il y a l'échange avec la personne, il y a quand même des choses à considérer parce qu'il y a une grande différence entre le présentiel et le distanciel. Par expérience, c'est ce que j'ai remarqué. Donc je vais exposer ça, je vais vous donner ma recette, j'ai envie de dire. Au départ, j'ai une partie de moi-même qui me dit, Angélique, un magicien ne donne pas ses combines. Mais je me suis dit, Angélique, il va bien falloir à un moment donné être dans l'échange de certaines choses et d'être dans cette transmission de savoir et dans cette transmission de perspective. Et du coup, j'ai fait en sorte de faire une vidéo et de faire un écrit de manière à ce que tout le monde s'y retrouve. Aussi bien moi, vous, Aurélie, voilà, toutes les personnes qui sont dans le questionnement. Alors, les loulous, comment j'intègre la psychogénéalogie à ma pratique? Alors déjà, dans un premier temps, comme je l'écris, je suis sortie du cadre trop scolaire de la formation. Alors moi, j'ai fait une formation par l'IFTD comme Aurélie, avec Véronique César, que, cela dit au passage, j'embrasse, n'est-ce pas Véronique? Qui a été une formation très, très complète. Et j'en suis très contente. Parce que ça m'a ouvert à l'intérêt de la psychogénéalogie. Et Véronique a su, par ses vidéos et par sa formation en elle-même, par la structure de la formation, apporter vraiment ce qu'il fallait. Et moi, je me suis rendu compte depuis quelque temps que j'avais envie de me m'approprier ce truc-là, comme vous savez, quand on apprend à conduire, c'est pas parce qu'on a son permis qu'on sait conduire. Ouais, d'accord. Donc là, c'est pareil. Et donc, je me suis dit, Angélique, il faut que tu sortes du cadre scolaire de ce truc, dans le sens où, est-ce que tu te sers du génosociogramme à chaque fois? Est-ce que les écrits vont obligatoirement avoir la même forme?
voyez? Et du coup, je me suis dit, je vais faire à ma sauce, un petit peu dans ce truc-là. Et je me suis dit, je vais utiliser que les outils qui me servent. Tu sais, en voiture, si on n'a pas envie de passer à la quatrième, on reste en trois, on est bien. Je sais pas. Voilà, je suis vraiment partie un petit peu de ce truc-là. Et j'ai pris le temps d'adopter les outils, de me les imprégner, de les intégrer dans mon système de fonctionnement et de m'apporter une forme de discipline. Et la première séance en psychogénéalogie que j'ai fait, en fait, il n'y a eu aucun arbre qui a été fait. Parce que la personne avait déjà complètement conscience de son problème en partie. Et je débutais et je me disais, mais t'es pas honnête dans ta pratique parce que tu n'utilises pas le génosociogramme alors qu'il faut l'utiliser. Oui, il faut l'utiliser, mais alors, si vous voulez, la plupart du temps, les patients que je rencontre, eh bien, ils ont déjà un arbre généalogique. Et ça, je trouve ça génial parce que, en fait, les gens, ils m'apportent la trame direct. Et on a juste des trucs à rajouter. Et je trouve ça super drôle. Et je pense qu'il est important quand on est praticien, quelle que soit sa pratique, d'être à l'aise, bien évidemment. Et surtout de se dire que la personne qui se trouve en face de nous, qu'on soit en présentiel ou en distanciel, hein, elle va ressentir notre honnêteté. Elle va ressentir ce truc de est-ce que je suis en face d'un praticien qui a confiance en sa pratique, qui y croit? Parce que ça, moi, je me suis posé souvent la question. Hein. Je me suis dit, Angélique, mais tu es en train d'essayer de faire comprendre à cette dame quelque chose, mais toi, est-ce que tu en es sûre de ce truc-là? Est-ce que tu es sûre que les écrits libérateurs de déprogrammation, de reprogrammation, ça marche? Vous voyez ce que je veux dire? C'est important hein, de l'intégrer d'une certaine manière et vraiment de rentrer en résonance avec la pratique de la psychogénéalogie. De se dire, voilà, il faut que j'arrive à la comprendre dans son entièreté et vraiment à me dire, est-ce que cette pratique me correspond ou est-ce que seulement une partie des outils qu'on me donne me va, mais le reste, ça me plaît pas trop. Ou le reste, je suis pas encore prêt, vous voyez. Et du coup, je me pose la question, qu'est-ce que j'en fais de ce truc-là? Est-ce que c'est mon métier principal? C'est-à-dire que je ne fais que ça? Ou alors est-ce que je la considère, donc à ce moment-là c'est ma vitrine, hein, ou alors est-ce que je la considère comme un outil? Vous voyez, regardez, j'ai une trousse. Ça, c'est la psychogénéalogie. Mes guides, ils m'envoient souvent des images comme ça. Donc ils me disent, Angélique, en fait la psychogénéalogie c'est un fluo. Tu surlignes les trucs importants. Ok. Et j'ai mis 2 ans à me dire, ce truc-là, c'est ok, ça me parle parce que le concept en lui-même, moi, ça me parle à fond. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, quand je vois mon entourage, quand je vois ma famille, quand je vois les gens quand ils viennent me voir, mais je veux dire, le lien, clac, entre un tel et un tel et un tel, et cette histoire, bien sûr que la psychogénéalogie, elle va apporter les réponses, et bien évidemment que c'est un concept qui fonctionne, le raisonnement est ok, mais moi, pour ma part, je me suis dit, il faut que tu amènes ta propre résonance, ton identité, ta patte à toi. Parce qu'il y a du monde déjà dans la pratique, comme vous voyez bien maintenant en développement personnel, il y a énormément de tout et n'importe quoi. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une patiente qui m'a appelée pour un soin énergétique parce que, alors, pour la petite histoire parenthèse, Bibi, elle ne fait pas que de la psychogénéalogie. C'est pour ça que je parle beaucoup d'identité de patte, parce que moi, je suis aussi une élève initiée en chamanisme. C'est-à-dire que je pratique le chamanisme amérindien. Et c'est-à-dire que le soin énergétique, alors je parle de soin énergétique quand je suis dans ma pratique, parce que je ne peux pas me permettre de dire que je suis chamane parce que ce n'est pas le cas, déjà. Je ne suis qu'élève. Et surtout, j'ai cette capacité à communiquer avec le monde du subtil. Ce qui veut dire que voilà, moi je fais de l'énergétique et je fais un peu de ça et je fais un peu de ça. Et la psychogénéalogie, en fait, si vous voulez, moi, elle me sert d'outil d'enquête. Parce que très souvent, après, c'est mon intuition et mes guides qui m'emmènent d'autres informations. Et donc, j'ai fait un soin à une personne pour sa fille. Et elle me dit, voilà, qu'elle, alors c'est une personne qui avait eu rendez-vous déjà avec un énergéticien avant, et qui m'a dit, voilà, l'énergéticien, il m'a donné un questionnaire. En fait, elle m'a montré le questionnaire que ce monsieur lui a donné. C'était une anamnèse, en fait, c'était un outil. Et ça parlait de constellation familiale. Ça rejoint un peu la psychogénéalogie, mais sous un attrait différent. Et donc, en fait, ce monsieur lui avait donné ça. Et puis, dans ma tête, moi, j'avais déjà eu depuis quelque temps cette idée de m'approprier les outils d'une autre manière. C'est-à-dire que quand je suis en séance avec les gens,
Donc je parle avec eux, j'échange avec eux, on se pose des questions, mais très souvent les gens, moi, ils me racontent leur vie. Ils déballent, ils déballent, ils déballent, ils déballent, ils déballent. Et en fait, les questions, des fois, je les oublie, moi. J'oublie de parler du grand-père, j'oublie de parler des hobbies des parents, j'oublie de parler du métier d'un tel. Il y a des choses que j'oublie. Et du coup, au bout d'un moment, dans mon raisonnement, ça va me coincer. Et je me suis rendu compte que il fallait que j'adapte les outils aussi en fonction des histoires des personnes. Et du coup, à des moments, je me laisse guider par mon instinct, et des fois, je me rends compte qu'il y a des gens, ils sont très bien conscients de ce qui, enfin, ils sont conscients en partie de ce qui bloque, et ils auront envie de travailler que sur ça et pas sur autre chose. Donc en fait, quand je leur parle du génosociogramme, ils n'ont pas envie de le faire. Et donc, ça arrivait plusieurs fois. Et du coup, je leur dis, et là, ma guidance, en fait, me dit, Angélique, c'est ton identité qu'ils sont venus chercher. C'est pas ta pratique, c'est ton identité. Donc, intègre ta pratique à ton identité et ton identité à ta pratique. Ouais, est-ce que vous voyez où est-ce que je veux vous emmener dans mon bus? Parce que n'oubliez pas que ce n'est pas la psychogénéalogie qui vont venir chercher. C'est pour ça qu'on fait des sites internet et qu'on fait des profils Insta et des profils Facebook, parce que c'est l'identité de la personne qu'on va chercher. Posez-vous la question, pourquoi cette personne vient me voir moi? Alors moi, je pose la question à l'univers très souvent. Qu'est-ce que je peux apporter à cette personne? Et je peux vous garantir qu'à chaque fois, le problème de cette personne, là, me renvoyer un miroir et c'est pour Bibi. C'est que moi aussi, j'ai un truc à traiter sur ça. Ou alors, ça va m'amener, c'est un nouvel enseignement par rapport à ma pratique chamanique. Et donc, je vais avoir la possibilité de développer un enseignement qui va me permettre d'aider dans le monde du subtil cette personne. En plus de l'aider à comprendre son histoire, c'est un ensemble, c'est un tout. Et donc, c'est une identité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, très souvent, comme je le note, j'y apporte ma patte et mon identité. C'est pour ça que aujourd'hui, je me dis que je peux appeler ce que je fais de la psychogénéalogie intuitive. Parce que j'utilise très souvent mon intuition. Parce que ce qui se passe, c'est quand les gens me téléphonent, pour me parler d'un cas, j'ai des images qui me viennent. Parce que je suis claire, alors on va dire clairvoyant, mais c'est pas, je vois pas les morts, je vois pas le futur, ça n'existe pas. Ça. c'est pas ça, c'est que je suis, j'ai des flashs, j'ai des images des personnes où c'est interprété d'une manière. Par exemple, une personne qui m'a appelé un jour parce qu'elle avait le mal des transports, je la voyais se taper la tête contre les murs dans une pièce. Et en fait, ça avait un lien avec sa naissance. Donc, on a fait tout un travail et on est tombé là-dessus. Et on a été encore plus loin. Donc, je ne peux pas me dire que je ne fais que de la psychogénéalogie pure. Ce n'est pas vrai, ça n'est pas honnête. Par contre, mon identité, ma patte, c'est de la psychogénéalogie intuitive. C'est-à-dire que j'utilise le monde subtil et mon instinct pour travailler. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ensuite, donc, mon identité au travers d'outils, les amis. Parce que pour moi, c'est un outil. J'apporte à la psychogénéalogie, et oui, mon essence. Mon essence, c'est quoi? C'est mon énergie, mon intuition, ma façon de faire, ma façon de communiquer, ma façon de parler, ma façon d'échanger. Je m'approprie ce truc-là. J'écoute mon intuition en permanence parce que moi, je suis branchée sur 380 malheureusement. Et heureusement pour moi. C'est-à-dire que les personnes qui viennent à moi me sont envoyées quelque part par quelque chose de plus grand. Et ce qui veut dire que moi, je me vois, si vous voulez, comme une station-service au bord de la route. C'est-à-dire que très souvent, j'ai cette image quand les gens viennent me voir. Et ça m'est venu encore la semaine dernière avec une patiente. C'est-à-dire que je voyais une route et je voyais cette femme sur cette route. Alors, elle était accompagnée d'une réflexologue parce que ça faisait 3 ans qu'elle était au chevet et qu'une réflexologue était à son chevet aussi. Et en fait, toutes les deux, je les ai vues arriver dans ma station-service. Alors moi, je me voyais derrière mon comptoir. Et en fait, mes guides me disaient, toi, en fait, t'es là pour remettre un petit peu en place, faire une révision du truc et un petit peu, vous savez, comme on refait la pression des pneus, on fait le plein, on nettoie la vitre et on repart. On boit un café et on repart. Moi, c'était un petit peu ce truc-là qui me faisait comprendre. Et ils me disent souvent, toi, les gens, ils viennent sur ton chemin pour réajuster les choses et après, ils continuent leur route. Vous voyez ce que je veux dire? Très souvent, c'est comme ça que ça se passe. Les gens, ils viennent me voir quand ils ont besoin juste d'une réponse, qu'ils n'arrivent pas à avoir une question, qu'ils n'arrivent pas à avoir une clarté sur quelque chose. J'ai eu un monsieur, ça faisait une 30aine d'années qu'il avait fait de la psychologie, de la psychiatrie, enfin qu'il était patient parce qu'il avait un mal-être tellement profond. Et quand il m'a envoyé ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ce truc-là? Donc je leur ai demandé de m'apporter de la clarté. Et du coup, en étant connectée à mon intuition, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses sur l'ordre du féminin,
de la lignée féminine, donc ça me renvoyait dans la matière, dans son arbre, le féminin qui avait un souci, et aussi bien dans le monde subtil, son féminin qui avait un problème aussi, qui avait un problème de réajustage, et on a travaillé sur ça, et on est remonté jusqu'à un ancêtre, et ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur, il a eu des réponses dans la matière au fur et à mesure, et il a pu remonter le fil comme ça. Et en 3 séances, c'était réglé. Donc, c'était... voilà, enfin, je passe, moi, pour la pratique de la psychogénéalogie, je passe très souvent par le subtil. J'ai d'ailleurs créé un protocole exprès en lien avec le monde subtil, que je ne peux pas vous raconter, bien sûr, mais afin de pouvoir aller en profondeur dans la pratique. C'est-à-dire que je travaille sur la famille en règle générale, sur le clan en règle générale, mais dans le monde subtil, pour essayer de comprendre encore plus de choses, plus de profondeur et de délier plus de liens en utilisant moins les outils écrits dans la matière, mais en utilisant beaucoup plus les énergies. Et je donne aux gens des écrits pour appuyer la libération et la guérison. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus de mon travail chamanique à côté, parce que ça va de pair, ça va ensemble, et c'est ce qui fait mon identité, et c'est ce qui fait que ma pratique est propre à moi-même. C'est ce qui fait que quelque part, à un moment donné, on sort du lot. Ça sert aussi à ça. Et c'est pour ça que si certains d'entre vous, en tant que praticien, praticienne, vous n'arrivez pas à apprivoiser l'outil psychogénéalogie, posez-vous la question en conscience. Comment je me sens légitime en face de ce truc-là? Est-ce que je pourrais pas apporter un truc qui diffère des autres? Sortez du plan scolaire, écoutez votre instinct, regardez comment vous voyez cette pratique, positionnez-vous en client de vous-même. Vous êtes thérapeute, inversez les rôles, dédoublez-vous, si je puis dire. Donc voilà, utilisez vos 5 sens, utilisez votre intuition, on en a tous. Pour l'intuition, c'est mon outil principal. En fait, il y a beaucoup de gens qui se disent, moi j'aimerais bien être clairvoyant, clairaudient, machin truc. Eh bien, moi finalement, je me rends compte que mon intuition, elle est très ouverte et je ressens beaucoup de choses et je perçois beaucoup de choses rien que par elle. Et c'est grâce à elle que j'ai réussi à comprendre la psychogénéalogie sous un autre angle. Donc, son identité, c'est important dans son métier. Alors, la question d'Aurélie. Tu as évoqué le fait que tu faisais à distance. Pourrais-tu me conseiller? J'aimerais aussi faire à distance via Zoom. Mais jusqu'à présent, ce n'était pas évident de représenter le génosociogramme. Je faisais un partage d'écran d'un arbre à remplir, mais pas parlant pour les clientes, manque de place pour écrire les infos. Comment t'y prends-tu pour mener une séance en distanciel et permettre aux clients de visualiser l'arbre, le génosociogramme? Alors, c'est très intéressant, Aurélie, que tu poses cette question, parce qu'en plus, moi, déjà, ça me permet de faire cette vidéo pour tout le monde, et pour toi aussi. Et surtout, eh ben, ça faisait quelque temps que j'avais envie d'encore plus développer mon distanciel. Et ben, tu vois, tu es en train de me mettre au taf, parce qu'en fait, grâce à ta question, je suis obligée de bosser. donc, merci Aurélie de me donner des devoirs. Et du coup, en fait, ça m'oblige. Alors, mes guides, j'en ai parlé un peu avec eux quelque part, et mes guides m'ont dit, Angélique, ça t'oblige à vraiment installer le truc dans la matière, et vraiment à pouvoir intentionner dans la matière ce truc-là. Tu l'expliques à Aurélie, tu l'expliques aux praticiens qui écoutent, tu l'expliques aux gens qui ont besoin de savoir comment ça marche. Et puis voilà, et tout le monde y trouve son compte. Alors, la première partie, bien évidemment, les amis, c'est la prise de contact. Donc, le consultant, la consultante prend contact avec le praticien. Donc après, donc on fait un bref échange. Hein. Moi généralement, voilà, les gens m'appellent, ils me demandent comment on fait. Voilà, j'ai un problème sur ça. On m'a dit que psychogénéalogie je pourrais trouver, mais je trouve que vous êtes un peu loin. Au prix du gasoil, c'est un peu cher. Et puis même moi, hein, très souvent, je dis à mes guides, je dis écoutez, moi j'ai pas très envie de dépenser de l'argent. Hein. J'ai pas envie d'être dans le manque, mais je préfère être dans le profit. Donc moi je préfère à la limite que tout le monde y trouve son compte. Donc on est au 21e siècle, on utilise les technologies du 21e siècle, donc voilà, via Zoom, Skype, tout tralala, WhatsApp, ce que vous voulez. Et moi, j'aime beaucoup travailler en distanciel parce que déjà, j'ai une vie de famille, je fais beaucoup de kilomètres sur d'autres choses, et je trouve que ça me correspond beaucoup plus. Parce que le but, c'est pas de primer dans la vie. Non, le but, c'est d'y trouver son compte. Pour tout le monde. Donc j'échange brièvement avec elle et on convient d'une séance à distance par Zoom. Donc entre le temps où elle m'appelle, la personne, et le temps où je lui donne son rendez-vous, je mets entre 2 et 3 semaines. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je lui fais un retour mail type. Hein, j'ai une liste de mail type où je lui explique un petit peu comment je fonctionne. Et je l'informe donc de l'échange qu'on a. Je lui rappelle l'échange qu'on a eu avec la date, son rendez-vous en visio. Et je lui joins, et là c'est là que le taf commence, l'anamnèse. Et oui.
Parce que l'anamnèse, donc c'est, vous savez, ce fameux jeu question-réponse, quand on est praticien, on pose, voilà, la personne, elle arrive, on pose des questions. Et moi, très souvent, je me suis rendu compte, en fait, que les gens, ils racontaient leur vie. Ils déballaient le machin, et puis toi, t'es là pendant 1 heure et demie, et t'écoutes. Alors, j'ai une amie qui m'a dit, Angélique, tu fais, toi, des séances d'1 heure, pas plus. Si les gens dépassent, tu fais payer plus cher. Mais c'est pas possible. Moi, sur ça, j'ai du taf, parce que sur ça, j'y arrive pas. Sur ça, j'y arrive pas. Puis moi, j'aime discuter. Vous voyez bien, regarde, ça fait 20 minutes qu'on y est encore. On a fait tout juste un quart. Moi, j'aime parler avec les gens. Moi, j'aime bien savoir. Et puis, très souvent, en plus, c'est ça qui me fait sourire. C'est que très souvent, le démêlé de tout arrive à la fin de l'entretien. Au bout d'1 heure et demie. Au bout d'1 heure et demie, on comprend tout. Très souvent, c'est comme ça. Donc voilà, donc cette anamnèse, donc après, donc cette anamnèse, on y vient. Donc cette anamnèse, donc on petit rappel quand même, l'anamnèse, c'est donc le récit des antécédents que la personne, le consultant, quand il vient à vous, hein, vous en tant que praticien, vous avez des questions en théorie à lui poser. Donc ça retrace différentes choses, hein, son passé, ses antécédents médicaux, tout un tas de choses, et ça permet à celui qui consulte d'exposer complètement sa vie quelque part au thérapeute et d'exposer sa problématique et ses adversités, tout ça. Et très souvent, l'anamnèse, en fait, quand elle se passe, c'est là que le client va avoir ses premières intuitions et ses premiers trucs, et vous aussi. On note tout. On note tout. On note l'attitude de la personne. Je veux dire, quand on est en présentiel. Mais quand on est en distanciel, c'est pas possible. On est bien d'accord. On peut pas voir si, suivant tel sujet, la personne elle pleure, la personne se crispe, la personne, voilà. Ça, c'est le seul point qu'on ne peut pas. Mais moi, mes guides m'ont fait ressentir que c'était pas forcément important, parce que en le faisant en distanciel, la personne va prendre plus de temps pour le faire. Et du coup, ça va amener autre chose, en fait. Donc, comment je mets à disposition? En fait, j'ai créé, comme une grande fille, une anamnèse PDF. Alors, je me suis appuyée de l'anamnèse que j'ai eue pendant la formation, mais je l'ai élaborée à ma manière. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un travail sur moi depuis, ça fait 5 ans que je fais un travail sur moi-même. Pendant au moins bien 5 ans. J'ai fait un travail sur moi, sur mes peurs, sur mes croyances limitantes, mes mauvaises habitudes, sur mes perceptions, sur tout un tas de choses. Et du coup, à des moments, même encore aujourd'hui, hein, quand il m'arrive quelque chose, parce que moi, je suis très à l'écoute de mon corps physique. Et quand il m'arrive une fuite, je suis jamais malade. Sauf si je me baigne en courant d'air, oui, je peux attraper une angine. Ou si je dors très légèrement vêtue, je peux attraper une angine. Mais sinon, les 3 quarts du temps, je suis pas malade. Bibi, elle est pas malade. Donc si Bibi, il lui arrive quelque chose, si mon corps physique m'envoie une info, c'est qu'il y a quelque chose. Et je suis très à l'écoute de ça. Et j'ai pris un accord avec ma propre guidance de je suis à l'écoute de mon corps, je veux communiquer avec mes organes, je veux communiquer avec mon corps physique. Et donc, du coup, je suis très souvent à l'écoute de beaucoup de choses, et du coup, quand j'ai quelque chose qui se présente à moi, c'est pas pour rien. Donc en fait, j'ai beaucoup de questions qui me sont venues au fur et à mesure. Et tout ça, je l'ai englobé dans une anamnèse qui fait une 30aine de pages quand même. Donc c'est un travail qui m'a pris du temps, ça m'a pris 1 an, mais j'ai rassemblé tout ça pour en faire quelque chose de très général, très type. Alors je peux arriver à rajouter des questions en fonction de la personne si je la connais un peu, mais sinon ça reste quelque chose de très très général. Et cette anamnèse, donc d'une 30aine de pages, je l'envoie par PDF à la personne le jour où elle prend son rendez-vous par visio. Okay. Donc l'anamnèse, elle comprend les différents points qu'on peut aborder en séance présentielle, suivant comment vous fonctionnez. Et pour ceux qui viennent, donc cette anamnèse, en fait, on raconte son histoire quelque part, et en fait, ça va vous amener, quand elle est écrite justement, à aller traverser des questionnements. Et moi, j'ai remarqué qu'il y avait des gens, il y avait des questions, ils n'arrivaient pas à y répondre. Parce que y a quelque chose à aller chercher quand on ne sait pas répondre. Moi, j'ai eu une patiente, c'est ce qu'elle m'a fait, et du coup, je lui ai dit de prendre son temps. Et ce qui se passe aussi, c'est que l'anamnèse, à l'écrit, j'ai remarqué, le corps physique va parler. Moi, j'ai une patiente, elle a voulu tout faire en une seule journée, elle s'est tapée une migraine le soir, parce que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. En fait, il fallait la faire sur plusieurs jours. Parce que ça ramène à des souvenirs, donc du coup, votre intuition, votre inconscient va bosser, et ça ramène des choses à la surface. Et donc, dans cette anamnèse, moi, j'ai mis en place plein de thèmes. Donc, les données généalogiques, déjà de vous-même, d'accord. On parle aussi de votre vie sentimentale, votre vie de couple. Donc, il y a différentes situations, hein, parce qu'il y en a pour les célibataires, il y en a pour les gens séparés, il y en a pour les gens en couple. On a ce que l'on appelle le projet-sens. Le projet-sens, c'est la conception, au moins jusqu'à 3. Enfin, moi, je la pousse, le projet-sens, je le pousse jusqu'aux 3 ans. C'est-à-dire que dans le projet-sens, vous écrivez
au travers de différentes questions et au travers de différentes choses à compléter. Vous écrivez la conception, comment elle s'est passée, la grossesse de maman, comment s'est-elle passée, s'il y a eu des événements autour, et la naissance, comment s'est-elle passée aussi, c'est très important. Et je vais plus loin, moi je pousse jusqu'à 3 ans. Voilà, les 3 premières années de vie. Normalement, c'est jusqu'à un an, je crois, mais moi, j'aime bien pousser un petit peu plus. Donc après, on parle de l'histoire des parents, des grands-parents, de la fratrie, on parle de l'environnement familial du couple pendant que l'enfant est petit, donc vous, quand vous êtes petit, les personnes qui sont bannies du clan, les symboles de l'enfance, par exemple, ça, dans psychogénéalogie, moi, j'en ai jamais entendu parler de ça. Et en fait, les symboles de l'enfance, c'est quoi? C'est quand j'étais enfant, qui étaient mes symboles féminins? Qui étaient mes symboles masculins? Mes symboles féminins, c'est quoi? Mes héroïnes? Ah ouais. Mes symboles masculins, c'est pareil. Et vous regarderez, honnêtement, faites-le même en tant que praticien, faites-le, vous allez voir, vous allez être choqués. Vous allez être choqués. Faites-le, de voir ce que ça veut dire, vos héros de films, vos héros de bande dessinée, vos héros de livres, je sais pas moi, les personnalités de la vie qui vous ont inspiré en tant qu'homme et en tant que femme. Je peux vous garantir, vous allez voir, vous allez comprendre beaucoup de choses au travers de ça. Les études, les métiers, les vocations de chacun, les hobbies de chacun, les déménagements des différents lieux de vie, ça c'est pareil. Moi j'ai remarqué en fait que j'ai toujours vécu dans des endroits religieux. Toujours, 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 toujours. Les pathologies, bien sûr, les maladies, les événements déclencheurs, les brouilles, les disputes, les dates, les machins. Donc j'ai mis tout ça avec les problématiques que vous traversez en ce moment et les objectifs que vous voulez atteindre. J'ai tout mis dans un PDF d'une 30aine de pages que j'ai appelé anamnèse. De l'anamnèse au projet sens, j'ai appelé ça comme ça. Non, de l'anamnèse pour comprendre le projet sens, enfin bref, je sais plus le nom que je lui ai donné. Donc j'ai mis tout ça là-dedans et j'envoie ça expédié par PDF à la personne, ok. Et donc, cette anamnèse, elle va me servir à quoi? Donc, la personne prend le temps de la remplir, on part sur plusieurs jours si elle veut. Et puis, en même temps, très souvent, moi, j'ai remarqué, la vie est incroyable parce que la personne va avoir la personne va avoir des informations supplémentaires. Il y a quelqu'un qui va lui apporter une autre info, un souvenir, un rêve. Elle note tout, elle rajoute le nombre de pages qu'elle veut. L'anamnèse peut au final faire 50 pages. C'est pas grave. Et je me suis rendu compte que ça faisait un premier travail de purge et de nettoyage, en fait. Et ça, c'est génial. Je me suis rendu compte de ça. Donc en fait, cette anamnèse, moi, elle me sert essentiellement de support. En fait, tout va se faire à partir de ça. C'est pour ça que j'aime bien que les gens prennent leur temps pour le faire, pour le remplir. Et parce que moi, c'est vraiment cet objet qui me sert le plus, beaucoup plus que le génosociogramme, en fait. Beaucoup plus que ça. Donc, comme je le dis, il y a la possibilité d'ajouter autant de pages que l'on veut, de rajouter des sujets même qui ne sont pas dedans, hein, vous pouvez les rajouter, c'est pas un problème. La rédaction donc se fait sur plusieurs jours. Pourquoi? Parce que ça permet, comme je vous dis, d'intégrer de nouvelles informations et de laisser le temps à des intuitions de venir et patati et patata. Ok, c'est important. Moi, je m'en suis rendu compte. Pour ma part, je fonctionne comme ça, les amis. Une fois de plus, c'est pas une vérité. C'est juste mon essence et mon identité. Alors, le retour du consultant. Donc le consultant, la consultante me renvoie le PDF. Alors imaginons, elle prend une semaine pour le faire, elle me le renvoie, donc il nous reste encore 2 semaines avant d'arriver au rendez-vous visio. Je fais une première lecture. Premier jet, j'intègre les infos. J'intègre. Puis moi, je me laisse le temps sur la journée. Parce que pour le moment, j'ai le temps sur la journée de faire des choses. Donc je laisse le temps d'intégrer les informations et tout ça. Et moi, ben voilà. Je me connecte à mes ressentis, à mes intuitions, je laisse venir. Et puis moi, je suis en permanence en discussion avec ma guidance. Alors pour ceux qui ne sont pas du tout dans le monde du subtil et qui ne sont pas du tout connectés à des choses comme ça, c'est ok. La seule chose à laquelle vous êtes connectés en permanence, nous tous, sur cette lumineuse terre, c'est notre intuition. Ça, c'est un truc magique. Ça, c'est tout le monde qui en a. On peut pas tous être médium, on peut pas tous être, mais on est tous intuitifs. Donc connectez-vous à cette intuition, à votre inconscient. Donc je fais un premier jet du génosociogramme, en fait, à main levée. Chez moi, j'installe ça sur un mur. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est des nappes en papier, vous savez. C'est économique et c'est vachement pratique. Donc, je découpe une nappe en papier, clac, 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 et je commence à dessiner à main levée. Donc, je dessine n'importe où en noir. Et après, j'apporte des indications supplémentaires en couleur. Donc, j'exploite un maximum d'informations que je trouve dans l'anamnèse de base et que je retranscris par différentes couleurs, comme je vous dis, sur le génosociogramme, parce que moi, j'aime bien. Les couleurs vont me parler, si vous voulez. Quand je vais avoir quelque chose en lien avec, je sais pas moi, un souvenir, je vais l'écrire en violet, un métier, je vais l'écrire en orange, une date de décès, je vais l'écrire en marron, une date de conception en autre chose, vous voyez. Je fonctionne un peu plus comme ça. Moi, je suis
plus visuel quand même. Et en fonction aussi des dates, si vous voulez, en fonction aussi des dates, des événements, s'il y a des événements déclencheurs, je vais prendre aussi sur un plan plus social, s'il y a des choses qui sont passées dans le pays, dans la ville, dans la vie de la personne, s'il y a eu des accidents, des événements, des machins. Tout peut être bon à prendre en fait. Je reprends la problématique de base aussi, que je note tout en haut d'une feuille. Alors, je regarde un petit peu la personne, sa problématique et son objectif. Et en fait, ça je voulais pas noter, mais je mets la problématique à gauche vers mon objectif à droite. Ça aussi, aller vers quelque chose, d'accord? Donc je note ça et je laisse venir un petit peu, je me mets devant cet arbre et je regarde un petit peu par rapport à cet arbre. C'est pour ça que moi j'ai aussi besoin, peut-être que certains qui n'arrivent pas justement à travailler en psychogénéalogie ou qui n'arrivent pas à faire certaines choses, c'est peut-être que vous avez besoin d'être un peu plus seul pour faire des choses. Moi j'ai besoin de temps en fait. Moi je me suis rendu compte que quand j'étais des fois en séance avec les gens, j'avais pas les réponses tout de suite, mais je les avais une heure après. Donc au final, j'ai été claire avec les gens d'entrée de jeu. Je leur disais à chaque fois, on va faire une première séance où vous allez tout me raconter, mais vous n'aurez pas la réponse de suite. Je vais vous envoyer un écrit dans 2-3 jours, et là, vous aurez des informations. Parce que moi, les informations, elles me viennent après. Elles ne me viennent pas forcément sur l'instant. Avec la pratique, ça commence à venir sur l'instant, mais très souvent, les réponses me viennent après. Donc, je note en aparté sur un carnet les questions éventuelles que je me dis, ça, il y a besoin d'éclaircissement sur ça. Lui, comment il s'appelle? Lui, est-ce que c'est vraiment son nom? Et si, et là. D'où l'importance aussi bien pour le patient, le consultant, d'être très précis dans les surnoms, les noms, les dates et les machins. Et n'hésitez pas, vous, en tant que praticien, à répondre, à demander des questions supplémentaires et des précisions. Si vous avez un doute, si vous avez quelque chose qui cloche, si vous avez quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, n'hésitez pas clairement à poser des questions. Donc faites-vous une feuille où vous écrivez toutes les questions que vous voulez poser à la personne. Et envoyez-lui, hein. La personne elle va vous répondre, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de mal à réajuster les choses. Hein. Le génosociogramme, alors celui-ci. Donc, comme je le dis, j'utilise un code couleur pour chaque info, très souvent. Alors, de base, il est en noir, mais c'est vrai que j'apporte en aparté des couleurs. Donc, je fais un premier jet à main levée et je prépare, en fait, en amont, un livret pour que la personne puisse le faire aussi chez elle. Parce que c'est pas parce qu'on est praticien qu'on doit tout faire, les enfants. Parce que aussi, ça plaira aussi, parce qu'au départ, j'étais un petit peu dans ce truc-là de me dire, c'est moi qui fais tout, parce que c'est à moi qu'on vient me demander quelque chose. Oui, non, mais les gens, ils ont aussi envie de participer et c'est bon de les faire participer. Parce que moi, je me suis rendu compte qu'en étant dans l'écrit, dans la pratique, en faisant les choses, on actionne les choses et automatiquement, on intentionne les choses. Donc, la personne qui vient vous consulter, c'est OK, mais elle a aussi envie et le droit de pratiquer elle aussi. Quand vous avez appris la formation, pour ceux qui ont appris la formation psychogénéalogie, vous avez forcément à un moment donné appris, que ce soit une formation en présence ou à distance, à faire les choses. Donc là, c'est exactement la même chose. C'est juste que là, c'est pareil. Mettez-y votre patte et votre essence. Donnez vraiment les lectures de base pour que la personne le fasse. Et quand vous êtes après avec elle sur votre rendez-vous visio, déjà, vous allez avoir la base, la même que la sienne. Qu'est-ce qui empêche, une fois que vous êtes en visio en face de lui, lui dire, écoutez, rajoutez un trait pointillé, un trait continu sur ça. Et quand vous êtes en visio, comme la caméra, vous pouvez très bien avoir derrière un tableau quelque chose et le faire en direct. Mais à partir du moment où la personne, elle va l'avoir en face, c'est OK. Il n'y a pas de raison. La personne, elle va pas être toto, si j'ai envie de dire. Elle va y arriver. Elle va arriver à tracer un trait, je pense. Et allez sur quelque chose de simple. Pour elle, comme pour vous, de manière à ce que vous soyez dans la maîtrise du sujet. Parce que si ça marche pas, si vous êtes trop dans la complexité, et que automatiquement vous n'allez pas être à l'aise, et automatiquement ça va pas matcher, et automatiquement l'autre en face, il va dire je peux pas lui faire confiance, c'est un sujet qu'il ou elle ne maîtrise pas. Donc, essayez quelque chose de simple, qui vous parle, une fois de plus, au travers de votre identité. Donc j'envoie le tout à la personne pour qu'elle puisse justement confectionner son propre génosociogramme, toute seule comme une grande. Et je sais pas vous, hein, mais moi la plupart du temps, la plupart des gens, ils ont déjà fait un arbre généalogique. À chaque fois. À chaque fois, et je trouve ça génial parce qu'en fait la base elle y est déjà. Donc c'est pour ça que des fois il n'y a même pas besoin du génosociogramme. Et moi je me suis rendu compte qu'en psychogénéalogie, je m'appuyais beaucoup plus sur l'anamnèse que sur le génome. Mais ça après c'est chacun fonctionne comme il veut. Alors, il y a aussi un truc important, c'est que moi, je me suis rendu compte que la psychogénéalogie, j'en fais à chaque fois quelque chose de fun, quelque chose de pratique, quelque chose de ludique, où il faut que la personne elle prenne plaisir à le faire, dans le sens où je pars à la recherche d'un truc, et c'est OK parce que ça va me permettre de toucher autre chose, de voir autre chose, et de comprendre des choses, et il ne faut pas que ce soit un fardeau, il ne faut pas que ce soit un devoir important, une obligation, un truc subi, vous voyez.
Et puis ça va. Il faut aussi faire comprendre à la personne, expliquer à la personne qu'elle peut elle aussi écouter ses intuitions, avoir ses propres ressentis, et parce que les réponses, c'est elle qui les a, c'est pas vous. Hein. Vous allez juste être là pour lui réajuster les choses et lui montrer sur quoi elle n'a pas vu, en fait. Donc, et moi, j'encourage très souvent toutes les personnes que j'accompagne à s'appuyer sur tout un tas de choses autour d'elles. Les carnets de santé, les albums photos, les livres, les machins, les livres d'enfants. Et, et très souvent, la vie est tellement bien faite que les informations, elles viennent aux personnes. Quand les personnes, elles font les anamnèses ou quand les personnes, elles commencent à faire ce travail-là, elles vont, vous savez comment ça marche, rencontrer une personne qui va avoir une information, retrouver un livre dans un carton. Parce que la guidance, si c'est ouvert pour eux, et une personne qui enclenche une démarche en psychogénéalogie, c'est qu'elle en a besoin, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher. Les gens, s'ils viennent nous voir, c'est pas par hasard. Et si les personnes enclenchent un travail en psychogénéalogie, c'est parce que quelque part, au fond d'elles, elles ressentent qu'il y a un besoin. Elles ressentent qu'il y a quelque chose à faire. Et qu'elles sont désignées quelque part dans le clan pour faire ce travail-là. Il y a toujours quelqu'un dans le clan qui est là. Alors on l'appellera mouton noir parce que c'est celui qui est le plus exclu, mais en fait c'est le mouton gris, le mouton beige, ce que vous voulez. C'est celui qui est là justement pour effacer ce trait qui emmerde tout le monde depuis des années. Donc faites en sorte que ce soit vraiment quelque chose de fun, de sympa, de ludique, que la personne passe un bon moment, de faire en sorte que ce soit comme un atelier personnalisé, vous voyez, et de manière à ce que la personne puisse se sentir bien, se sentir considérée, écoutée, et puisse trouver des réponses et trouver des choses, d'accord? Donc n'hésitez pas à faire ressortir des placards à la personne, la prochaine fois vous menez votre carnet de santé, vos albums photos, vos machins, vos trucs, et qu'elle puisse elle aussi vous envoyer des informations, qu'elle puisse scanner des photos, vous les envoyer, qu'elle puisse... Vous voyez, il faut que ce soit un travail d'équipe aussi. Hein. Faut pas qu'en tant que praticien, vous fassiez tout. Il faut aussi que ce soit un travail d'équipe pour que la personne aussi, elle s'investisse. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors ensuite, je réécris en quelque sorte l'histoire de la personne. Moi, j'adore l'écriture. J'en fais beaucoup. Alors moi, quand quand je fais un retour d'analyse aux personnes, ça peut aller jusqu'à 10 pages, voire plus. Parce que j'ai tellement de choses qui me viennent, qu'en fait, j'aime bien être faire en sorte que la personne comprenne pourquoi elle a été élevée comme ça, pourquoi ses parents l'ont élevée comme ça, pourquoi il lui arrivait ça. Le deuxième, qu'est-ce que ça veut dire par rapport au premier, patati patata. Moi, c'est vrai que je suis beaucoup dans l'écrit et j'apporte déjà des premières conclusions de ce que je perçois par rapport à l'histoire de la personne. D'accord. Donc, lorsque tout ça c'est fait, je renvoie tout ça par mail. Alors, je prends en photo génosociogramme si j'en ai un. Alors, je le prends sur plusieurs parties, d'accord. Comme ça, la personne, elle a déjà reçu son PDF, elle a reçu son PDF. Là, je lui envoie la première analyse, plus je lui envoie le livret pour confectionner le génosociogramme. Et vu qu'elle aura les photos du génosociogramme, elle pourra le faire pareil. Comme ça, il y aura déjà une base pour le rendez-vous, si vous voulez. Il y aura déjà une base pour le rendez-vous. Et il faut encourager la personne à s'approprier le génosociogramme de manière à ce qu'elle puisse, si vous voulez, modifier les choses par elle-même toute seule comme une grande. Ok? C'est important. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour les praticiens, les praticiennes, moi ce que je vous encourage, c'est vraiment à changer votre regard sur la psychogénéalogie et à vous sortir de ce côté trop scolaire, trop formel de la pratique. Hein? Aurélie, parce que je parle depuis tout à l'heure, mais quelque part la vidéo, elle est à la base, elle est pour toi. Donc vraiment, Aurélie, si je puis dire, tu changes ton regard sur la psychogénéalogie et tu essayes de voir un petit peu comment tu te positionnes face à cette pratique. Quand tu as fait ta formation, quels étaient tes objectifs à la base? Pourquoi tu as été vers ce truc-là? Est-ce que tu peux tout prendre de ce truc-là ou est-ce que tu peux prendre que quelques infos pour le moment parce que tu n'es pas prête à prendre le reste, tu vois? Dispose ton identité dans cette discipline, en fait, pour que tu puisses y transmettre ton propre style à toi, d'accord? Ne maîtrise que des outils que tu... Utilise que des outils que tu maîtrises, voilà, c'est ce que j'ai entendu. N'utilise que des outils que tu maîtrises, voilà. Et si tu te sens, si t'es pas super à l'aise avec le génosociogramme parce que tu es en distanciel et parce que tu sens que c'est pas pratique, parce que t'as pas les fournitures qu'il faut, ben ça veut dire que quelque part, on te demande d'innover, de créer autre chose pour que tu puisses t'apporter autre chose et que tu puisses le dispenser d'une autre manière. Tu vas trouver, hein, tes maîtresses. Quand on est maîtresse d'école, c'est ça? Quand on est maîtresse d'école, il faut toujours être dans l'impro, il faut toujours être dans la créativité, non? Je suis persuadée qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Tu sais, il y a quelque chose. Moi, je ressens des choses, hein. Il y a des choses à faire avec ça, hein. C'est pas pour rien. Être à l'écoute de ses ressentis, de son intuition, afin que tu puisses percevoir, demande à ta propre guidance qui te montre qu'est-ce qui fait que tu peux pas encore aller vers ce truc-là. Peut-être parce que tu n'es pas prête, peut-être parce que c'est pas pour toi, peut-être que c'est qu'une seule partie de la pratique est pour toi, mais pas l'autre pour le moment. Il y a quelque chose à faire avec ça. Ok? Donc pour vous tous en règle générale, hein, n'hésitez pas à disposer votre identité là-dessus, à ne récupérer, à faire votre marché, à récupérer que ce qui vous.
passionne et ce qui vous parle. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait, il n'y a pas de souci, et c'est ok, je suis légitime. L'objectif, c'est de se sentir pleinement légitime, hein, c'est surtout ça, parce qu'il faut que la personne en face elle réceptionne cette légitimité quand même. On va s'enlever ce masque d'auto-saboteur là, et de... ok. Donc être à l'écoute de ses ressentis, de voir de ce qui bloque, ce qui matche pas. Si ça matche pas maintenant, ça matchera plus tard, et bla et bla et bla. Ok. Après, n'hésitez pas à créer des choses. N'hésitez pas à repenser les choses, à créer les choses par vous-même, à porter votre identité. N'hésitez pas à faire participer le consultant. Faites en sorte que ce soit. Ne voyez. Enfin, moi, je suis partie du principe que c'est pas une séance de thérapie que je leur fais, c'est un atelier. Déjà, ça n'a pas la même notion. Déjà, ça n'a pas la même connotation. Déjà, c'est autre chose. Et puis, laissez venir les choses qui sont endormies. Prenez le temps des choses. Sortir du perfectionnement. N'oubliez pas, et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je me suis mis dans le crâne, c'est que c'est la pratique qui est à mon service et pas l'inverse. Ne soyez pas esclave de la pratique. La pratique, elle est là pour vous rendre service. Discutez avec la pratique. Si vous avez la capacité en tant que praticien de visualiser la psychogénéalogie, elle ressemblerait à quoi? À un personnage, à un livre? Eh bien, questionnez-le, j'ai envie de dire. Comment tu ferais psychogénéalogie pour m'aider? Si vous avez un nom, par exemple, si votre pratique elle a un nom, comme moi, hein, c'est des racines des nôtres à l'écoute de soi, mais inventez une identité à ce truc-là et rentrez en résonance avec lui. Qu'est-ce que tu m'apportes dans ce truc-là? Comment je fais pour cette patiente-là là? Maintenant, je fais comment là? Qu'est-ce que tu mets? Comment on fait là? Et hop, et vous allez voir, il y a des choses qui vont venir. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, les enfants. Et pour les consultants, eh bien, ce qui est génial, je trouve, avec le distanciel, c'est que ça permet déjà de travailler chez soi. Travailler à son rythme, pas se déplacer, d'accord? Et puis de vivre l'expérience sous un angle différent parce qu'il y a plus de temps pour intégrer les choses, il y a plus de temps pour évacuer les choses, d'accord? Ça laisse émerger beaucoup plus de choses de son inconscient, de débloquer des choses complètement inattendues et surtout, ça nous permet d'aller dans une voie auquel le patient n'aurait pas pensé. C'est-à-dire que des fois, quand ils viennent en séance, ils viennent pour un truc et puis finalement, on se rend compte qu'on va régler autre chose. Donc voilà, ça permet d'apprendre différentes techniques de développement personnel, de déblocage, de choses comme ça, de manière à ce que les gens puissent se servir de ces outils-là dans leur vie de tous les jours et puis que ça leur serve au quotidien sans que le patient soit accroché au basque du praticien et que ça dure des années. Parce que moi, je connais des gens hein, qui sont auprès de thérapeutes depuis des années, mais c'est horrible. Mais parce que le but, c'est pas même si on s'entend bien tous ensemble, le but, c'est pas qu'on reste accrochés les uns aux autres pendant des années. Ah non, hein, moi je suis pas partisane de ça. Hein. Moi j'aime bien, moi vous savez, la plupart du temps, les séances, c'est 3 séances, pas plus. Je me suis rendu compte qu'au bout de 3 séances, les gens ils partaient, et puis ils étaient OK. Parce que moi je suis la station-service, moi les gens ils s'arrêtent, ils viennent me voir, on fait une pause, on boit un café, on refait la pression des pneus et on repart. Voilà. À peu de choses près, voilà. Donc écoutez les amis, moi je suis contente. Aurélie, j'espère que tu auras eu des réponses. N'hésite pas Aurélie vraiment à porter ta propre identité, ta patte, à poser la question à la psychogénéalogie. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas sur ça? Qu'est-ce qui matche pas? Comment je peux m'apporter mon identité? Moi ce que je ressens là, tu vois, de par mes énergies, et quand j'ai vu ta photo et quand je t'ai vu, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose peut-être à faire. Alors est-ce qu'il y a un truc sur la légitimité ou c'est pas clair? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose Il y a un truc de l'ordre de l'essence, tu vois. Moi, j'ai mis mon essence dans la psychogénéalogie. D'ailleurs, vous voyez, aujourd'hui, j'appelle ça de la psychogénéalogie intuitive, parce que moi, c'est comme ça que je le ressens. Parce que toi aussi, t'as pas ta patte à porter sur ça, ton identité. Vois-le différemment, pratique-le différemment. T'as un premier jet, tu vois, je te montre comment moi je fonctionne, et les autres aussi, c'est pareil. Donc, n'hésite pas à t'appuyer sur ça et à prendre le même système, à fonctionner avec des choses que tu crées. Crée-toi des supports propres à toi qui fassent la différence par rapport aux autres praticiens, et tu verras, ça va décoller tout seul, hein, sans problème. Bon, et bien écoutez les amis, j'ai été contente de faire cette vidéo avec vous. Aurélie, je t'embrasse, je te fais une grosse bise et je te remercie. Je te remercie de m'avoir mis ce questionnement au jour qui a servi, j'espère, à beaucoup de monde et qui t'a servi au travers duquel, j'espère, tu as pu avoir des réponses. N'hésite pas à rester dans l'échange avec moi, ça sera avec grand plaisir d'échanger avec toi et de t'apporter un autre regard sur tout ça. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. Et je vous remercie à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir trouvé des réponses pour certains. Ok, n'hésitez pas à me poser des questions. Hein. J'adore l'exercice, je trouve ça sympa. Voilà. Ça me pousse moi-même à créer de nouvelles choses. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas d'aller faire un tour. Alors mon site internet, il est censé être en mise à jour, mais je me rends compte que la personne qui me fait mon site internet est en congé maternité. Quelle bonne idée!
Donc écoutez, on verra plus tard. N'hésitez pas à me contacter par mail soinducorps-de-l'âme@gmail.com si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.